Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Une seconde vie pour les sièges jaunes du stade Louis II, remplacés dans le cadre de la rénovation du stade. Ils vont être acheminés vers d'autres enceintes sportives. Les détails à suivre dans quelques instants. Le nouveau musée national de Monaco passe en mode nocturne, l'occasion de découvrir les œuvres autrement et d'échanger autour d'un verre. Vincent de Dienne et Camille Chamou se livrent sur scène dans 8 soirs par semaine. Un spectacle plein d'humour et de sincérité présenté hier soir au théâtre du Fort-Antoine. Puis nous recevrons ce soir Jean-Michel Rapper, président du Cercle d'échecs de Monte-Carlo et de la Fédération monégasque. Avec lui, nous dresserons le bilan d'une année exceptionnelle pour la discipline. Et enfin, ils partagent la même passion pour la mer. Marcel Ravin, Domenico D'Antonio et Christophe Coutenceau étaient réunis hier pour un dîner d'exception, une rencontre où les produits de la mer étaient à l'honneur. En cette période estivale, entre le meeting Hercules et la reprise du championnat de France de football, le stade Louis II poursuit sa rénovation. Elle vient de prendre une dimension particulière avec ce geste de Green Monaco et des Barbadjois Monaco. Ensemble, ils unissent leurs forces pour donner une deuxième vie aux fameux anciens sièges jaunes du stade Louis II. Nous les avons suivis entre la Principauté et San Remo. Les explications de Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Les fameux sièges jaunes du stade Louis II vont connaître une deuxième vie dès septembre 2025, peu après le début de la première phase des travaux de rénovation du stade. L'association Green Monaco réfléchissait à la meilleure solution de réemploi de ces sièges. Quand on a su qu'il y avait un changement des travaux dans le stade et le changement des sièges, on s'est dit, on est quand même Green Monaco, association qui œuvre pour le réemploi, l'économie circulaire. On s'est dit, on peut peut-être mener une action et voir s'il n'y a pas des stades intéressés pour récupérer ces sièges. Et donc on a contacté les différents services, d'abord du gouvernement princier, pour savoir si c'était possible de le faire, tout ça. On a eu évidemment le soutien de tout le gouvernement princier. Une fois le feu vert donné, la machine se met en route grâce au travail conjoint avec la direction du stade Louis II, des travaux publics avec NGECO. Au total, près de 4500 sièges vont donc avoir une deuxième vie. 350 ont déjà été envoyés pour les stades de Drape et de la Trinité, 250 à Menton. Le club des supporters de Monaco en a récupéré 200 pour ses abonnés. Et la Fédération monégasque d'athlétisme va même en prendre pour sa salle d'attente. Grâce à un partenariat avec l'association des Barbadjois Monaco, 2800 sièges ont été acheminés au stade de San Remo afin de permettre aux supporters de l'ambitieux club italien de s'asseoir en tribune. On s'est retrouvés avec Louis à San Remo pour un match par hasard. Avec les différentes activités qu'on a dans le football, on s'est retrouvés invités par l'actuel propriétaire. Et on s'est fait la même réflexion, c'est que le stade était très bien fréquenté, avec des familles, certains viennent avec leurs chiens, les poussettes, mais que tout le monde était assis à même le béton. Donc on s'est dit, tiens, ce serait magnifique que le stade évolue. I legami, che dire, neanche 20 giorni fa siamo stati a cena con Sua Eccellenza il Principe, che ci regala sempre emozioni fortissime, e noi siamo contenti che ci sia questa liaison, come la definite voi, e anche sportivamente sempre di più, e sono felice perché il management della Saremese sta lavorando molto bene. Je voulais remercier le prince Albert, bien sûr, Louis Ducret, Romain et Jean-Marc, qui ont fait cet événement possible de nous faire cette donation de 2800 sièges qui crée un vrai lien entre le stade Louis II et le stade de Saint-Rémez, parce qu'à jamais on sera lié grâce à ces sièges et pour toujours une connexion très amicale entre les deux clubs. Une autre phase débutera prochainement et concernera les sièges de première rétractables. Green Monaco est actuellement à la recherche de leur futur point de chute. L'information a été officialisée ce vendredi. Aladji Bamba quitte l'AS Monaco. Le milieu de terrain formé en Principauté s'est engagé avec Newcastle pour une durée de 5 ans. On évoque un montant de 41 millions d'euros pour cette transaction. Le jeune joueur de 20 ans aura fait forte impression sur le Rocher, où il aura notamment remporté la Coupe Gambardella en 2023 avant d'intégrer le groupe pro. Aladji Bamba, c'était 25 matchs disputés avec le maillot rouge et blanc. Il est également nominé cette année
année pour le trophée du Golden Boy européen. La suite de sa carrière s'écrira désormais en Première Ligue. On reste dans le sport avec les activités proposées dans le cadre du Passeport Culture. Cette opération permet aux jeunes âgés de 11 à 25 ans de pratiquer l'escalade, le tir à l'arc ou encore l'aviron. Notre journaliste Alexandre Olivier a décidé de suivre ce soir une initiation d'escrime multi-armes, à savoir le sabre, le fleuret, l'épée et le sabre laser. Cette dernière arme peut paraître singulière, mais elle est très codifiée. Les détails dans ce reportage réalisé avec Jean-Alexandre Dordet. Se battre au sabre laser est désormais accessible à tous. Rassurez-vous, ce n'est pas une vraie dispute, ce combat est chorégraphié. Il a été travaillé en amont lors du stage proposé par le Passeport Culture. Après avoir découvert les 4 disciplines de l'escrime cette semaine, le sabre laser a conquis Léa. C'est plus dans la chorégraphie, donc c'est préparé à l'avance et tout, donc je préfère ça. Certaines armes, elles sont plus difficiles. Par exemple, le fleuret, il faut être beaucoup plus subtil. Il faut toujours réfléchir si l'adversaire il va partir à droite, à gauche, toujours avoir un coup d'avance. La discipline inscrite à la Fédération d'escrime a des codes très stricts. Le premier défi est de réaliser le mouvement d'attaque de base, un geste pas forcément instinctif pour tous. Attaque horizontale, verticale ou diagonale, les enfants sont à l'écoute d'Éric Fromager, le maître d'armes. On essaie de faire découvrir à travers des actions simples et surtout le but c'est qu'ils s'amusent. Pas l'idée de recruter ou de faire de futurs champions, c'est vraiment qu'ils passent un moment agréable en découvrant une nouvelle discipline. Très codifié puisqu'on ne va pas discuter, on va agir. Mais il faut que dans cette action, mon partenaire, non pas adversaire, reconnaisse le geste pour pouvoir faire la défense qui est appropriée à cette attaque. Donc on a une codification, on est en train de la voir là sur un bloc, on appelle ça un bloc, c'est-à-dire je vais là, tu fais ça, quand je fais ça, tu fais ça. Donc c'est très codifié pour donner l'illusion d'un combat. Une fois tous les mouvements acquis, place au duel pour conclure cette semaine de stage. Les enfants ont eu l'occasion de découvrir des disciplines fortement ancrées dans l'histoire de la principauté. L'art se découvre sous un autre jour au nouveau musée national de Monaco. La Villa Paloma organise cet été des nocturnes durant lesquelles elles ouvrent les portes à ses visiteurs en soirée autour d'un apéritif. L'occasion de pouvoir visiter l'exposition Victor Brauner, l'aventure magique autrement et gratuitement. Une expérience contentée, Alexandra Pani et Arnaud Humbert. Déambuler devant les œuvres de Victor Brauner après l'heure d'ouverture habituelle à l'occasion des nocturnes du NMNM, l'on se sent comme un visiteur privilégié entre ces murs de la Villa Paloma avant de profiter des extérieurs et ses luxuriants jardins pour un apéritif convivial au cœur de la sculpture Régulus. C'est l'occasion de venir gratuitement rentrer de 18h jusqu'à 21h l'exposition consacrée à Victor Brauner, de voir aussi les drapeaux qui sont exposés sur le toit de la Villa Paloma, qui sont le fait de plusieurs artistes contemporains qui offrent une relecture d'un jeu de Marseille qui avait été réalisé par les surréalistes dans les années 40, de réaliser aussi les œuvres qui sont en extérieur dans les jardins, il y en a plusieurs, le fait de plusieurs artistes, J.P. Hagne qui a rejoint la Villa Paloma alors qu'il était à la Villa Saubert jusque-là, avec ses bancs modifiés qu'on retrouve dans les jardins de la Villa Paloma depuis quelques mois, et évidemment notre star du fond du jardin, le Régulus de Guillaume Aubry, qui est cet espace de convivialité qu'on peut activer, en l'occurrence ce soir, avec un apéritif. Les apéritifs sont proposés par des restaurateurs de la Principauté et les visiteurs semblent conquis. C'est toujours sympa, il y a plein de gens qui parlent, on discute, on rencontre des gens, on voit des nouvelles personnes, on boit bien, en plus c'est super bon ce qu'ils font. Il y a des produits locaux et tout, c'est super bon. C'est un cadre tout à fait charmant. Pour moi, la plus belle vue de Monaco. Et en plus, dans un cadre très informel et très convivial, entouré de convives qui deviennent des amis. Et on se régale. On boit gentiment, on se régale en mangeant. Et en plus, on est vraiment très content d'être ici. Et c'est une initiative très heureuse pour créer un événement rare à Monaco. Si vous voulez participer vous aussi à ce moment convivial, notez bien les 2 prochaines nocturnes. Le jeudi 6 août, avec en prime une projection de Memoria du réalisateur Apichatpong Weerasethakul à 21h. Et le jeudi 20 août, le rendez-vous est pris.
Culture toujours avec 2 figures incontournables de la scène et du cinéma qui étaient en principauté jeudi. Vincent De Dienne et Camille Chamou, accompagnés de Léopoldine HH au piano, ont présenté au Théâtre du Fort-Antoine 8 soirs par semaine. Un spectacle qui prend la forme d'une correspondance intime, née d'une tournée et écrite au fil des villes. Quand l'humour rencontre la sincérité, c'est un reportage de Vanessa Dessy et Alexa Vial. 8 soirs par semaine est une parenthèse sensible qui dévoile les coulisses du métier de comédien. Née d'une correspondance écrite au fil d'une tournée, cette création raconte avec humour et sincérité le trac, la fatigue, les doutes et la solitude qui accompagnent la vie d'artiste. C'est une correspondance entre Vincent et moi pendant nos tournées de nos spectacles respectifs. Il y a tous ces moments d'errance, où on est livré à nous-mêmes dans des transports, avant un spectacle, après un spectacle. Il y a le retour à la solitude aussi, parce qu'on a tous les deux la particularité d'avoir des spectacles solos. Et Léopoldine, qui a fait toute cette aventure avec nous, elle a aussi des concerts, des spectacles solos, etc. Donc on a tous les trois essayé de parler de ça, ce rapport au territoire qu'on découvre et à nos vies de gens qui essayent de s'inscrire pendant un temps très bref dans une vie locale. Derrière l'humour, une confidence à 2 voix, pudique et touchante, qui donne au spectacle une profondeur singulière. On l'a pas joué beaucoup ce spectacle, mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois les gens nous disaient « Ah, c'est marrant parce qu'on n'imagine pas du tout ça, on n'imagine pas du tout qu'il peut y avoir autant de moments glauques, de moments solitaires, de moments moins... Oui, en fait, on dévoile une partie que les gens ne soupçonnaient pas forcément. » La musique ne se contente pas d'accompagner le spectacle, elle en est le 3e souffle. Elle donne une résonance particulière aux confidences sur scène. La musique vient accompagner la mélancolie de ces instants de tournée, vient aussi ramener parfois on écoute de la musique aussi en tournée, donc on vient faire des liens aussi, voilà, on peut... Ça trace des lignes comme ça. C'est aussi l'intimité qu'on cherche avec les gens, qui se sentent bien aussi avec nous. Parce que dans les coulisses et dans les loges, c'est important de se sentir bien en tournée. 8 soirs par semaine est un spectacle sensible porté par des mots délicats qui touchent autant qu'ils font rire. Joueurs occasionnels, réguliers, voire professionnels, les échecs passionnent des centaines de millions de personnes. On parlerait même de 700 millions d'adeptes. À Monaco, ce sport stratégique se développe depuis plus de 75 ans à travers son club, le Cercle d'échecs de Monte-Carlo, et sa fédération. La saison a d'ailleurs été très dense entre le championnat de France, mais aussi les compétitions internationales. Pour en parler, Jean-Michel Rapert est en duplex avec nous. Bonsoir Jean-Michel Rapert. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir. Nous allons évoquer ensemble cette folle saison pour les échecs à Monaco. Elle s'est clôturée par un titre de championne de France des clubs pour l'équipe féminine. Oui, c'est ça, tout à fait. On a commencé la saison en remportant notre 9e Coupe d'Europe féminine à Rhodes au mois d'octobre. Et ensuite, on a également eu un titre de maître FIDE, également à la Coupe d'Europe avec l'équipe masculine. C'est Alexis Quin qui a remporté ce titre. Après, nous avons eu pendant le championnat de France jeune Fiorina Berezowski qui a remporté le titre de vice-championne de France U20. Et donc, nous avons remporté notre 4e titre de champion de France féminin des clubs. Voilà, on a réalisé un triplé, puisqu'on l'a remporté également en 2024, 2023, 24, 25 et 26. Voilà. Un podium également en Coupe de la parité, c'est dire le niveau au Cercle des échecs de Monte-Carlo, hein. Oui, parce que j'adore cette compétition qui réunit donc 2 hommes, 2 femmes qui doivent avoir un maximum de 8000 points Elo donc sur les 4 échiquiers. Donc c'est une compétition qui est vraiment très intéressante. Et en plus, la compétition se déroulait également à Poitiers, où se déroulaient donc les demi-finales et la finale du top 12 féminin. Donc les 2 équipes du Cercle d'échecs de Monte-Carlo étaient présentes et surtout ensemble. Et comment peut-on expliquer ce succès, Jean-Michel Rapert ?
beaucoup de travail, que ce soit en individuel ou par équipe, mais également tous ceux qui travaillent à la fédération pour qu'on puisse obtenir de tels résultats. Voilà, donc et on a aussi, comment dire, le soutien du gouvernement princier via donc les subventions. Nous avons également deux, trois mécènes. On a Madame Ina Bazenova qui nous aide également à organiser les championnats d'Europe féminins de partie rapide et blitz. Depuis peu, nous avons également Monsieur Evren Ukok qui est très sensible pour les jeunes prodiges. Et sans oublier, bien sûr, la société des bains de mer et Monaco Télécom, qui est maintenant un de nos nouveaux sponsors. Des soutiens précieux donc. L'activité du club et de la fédération, c'est aussi l'organisation de grandes compétitions ici à Monaco. On se souvient notamment du Clash of the Generation en avril dernier qui a opposé un ancien champion du monde à un jeune prodige. Oui, tout à fait. Et donc le jeune Yael Aldomush a battu l'ancien champion du monde Veselin Topalov et surtout il a franchi la barre des 2700 Elo, rentrant ainsi dans un cercle très fermé des joueurs à plus de 2700 Elo et il a battu le record de précocité. Et que nous réserve la prochaine saison, Jean-Michel Rapert? Encore des rendez-vous ici en principauté et bien évidemment défendre des titres pour le club d'échecs? Alors déjà, nous commençons le 29 août par un tournoi de blitz international qui aura lieu à la Casa di Sochi. Ensuite, nous avons le grand maître Amir Bagheri qui va donc être licencié au club pour donner des cours. Monsieur Patrice Martinelli donc part à la retraite et on espère donc que le niveau de nos jeunes joueurs va encore progresser. Ensuite, l'équipe féminine, hommes et féminine, vont se déplacer à Samarcande pour les Olympiades d'échecs. Donc ça sera du 10 au 30 septembre en Ouzbékistan. Ensuite, nous déplacerons également donc pour disputer la Coupe d'Europe féminine des clubs au Monténégro. Ensuite, nous avons le championnat d'Europe jeune, je crois que c'est en Crète à Ersonissos en début novembre. Et ensuite, nous allons organiser le tournoi des petits États, individuels et féminins. Ce sont 2 compétitions à 10 joueurs et 10 joueuses. Et le vainqueur de chaque compétition aura le privilège d'être qualifié pour la Coupe du Monde d'échecs. Alors ensuite, nous organisons le championnat d'Europe féminin de partie rapide et blitz. Et donc ça sera les 8, 9 et 10 janvier. Et ensuite, pour la première fois, nous avons créé une nouvelle compétition qui sera donc le championnat d'Europe vétéran de partie rapide et blitz. Cette compétition n'existe pas non plus d'ailleurs du côté de la Fédération internationale. Donc c'est une compétition pilote et il est très probable que la Fédération internationale reprenne le concept. Un mot, Jean-Michel Rapert, pour conclure cette interview sur votre réélection en tant que vice-président de l'European Chess Union. Cela prouve de la notoriété de Monaco dans le monde des échecs? Oui, ça fait très plaisir. Les élections se sont déroulées à Bucarest en Roumanie le 18 juillet. Donc il y avait 3 listes de 6 personnes qui étaient en lice. Et ensuite, vous aviez 3 postes de vice-président qui concouraient individuellement. Moi, j'étais sur un des postes individuels et j'ai réalisé 36 voix sur 53 et avec le meilleur score. Voilà, donc les autres fédérations sont très contentes du travail qui est fourni par Monaco, principalement pour les féminines et également sur les vétérans, sur la compétition qui va avoir lieu en janvier. Voilà. Une grande première. Merci beaucoup, Jean-Michel Rapert, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer cette folle saison du club et de la Fédération monégasque des échecs. Merci. Ok, merci, bonne soirée.
Intéressons-nous à présent à cette petite révolution logistique. Une société azuréenne s'apprête à bousculer complètement la livraison en mer. Dès le 1er août et depuis Juan-les-Pins, les bateaux de plaisance pourront se faire livrer tout type de colis par drone. Sarah Inkari et Alexa Vial ont assisté aux premiers essais jeudi sur la digue du Port Hercule. Voyez leur reportage. Attention pour le décollage. Livrés à bord des navires de plaisance, ancrés jusqu'à 10 km des côtes, des objets du quotidien, de la nourriture, des médicaments, des fleurs, pourvu qu'ils pèsent moins de 8 kg, tout est envisageable grâce à ce type de drone. On est très rapidement sur le navire, donc on est plus rapide qu'un tender par exemple. Ensuite, le deuxième volet, c'est en effet l'avantage environnemental. Toujours en comparaison avec les moyens traditionnels, donc le drone qui est 100% électrique n'a aucune émission directe sur zone. Et le troisième point, c'est en effet le modèle économique pour nos clients, puisqu'on est compétitif avec toute l'offre qui existe déjà. Actuellement, les plaisanciers envoient généralement des membres de leur équipage par tenders pour récupérer leurs colis, livrés par des agents logisticiens en scooter jusqu'au port. Les appareils de cette entreprise, basée à Roquebrune-Cap-Martin, viendraient donc en remplacement de ces derniers. En soi, on est l'extension du dernier kilomètre sur la mer pour les agents d'approvisionnement et les logisticiens qui ont déjà le marché, qui du coup opèrent déjà. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir proposer à ces mêmes agents logisticiens de pouvoir étendre donc, leur logistique jusqu'à la mer. Donc ce sont eux qui vont être nos donneurs d'ordre et qui vont pouvoir, via une application web, un espace dédié avec des accès, nous commander, nous informer du coup de la date de livraison, de l'horaire, nous amener le produit et ensuite nous on se charge de livrer jusqu'au bateau lorsqu'il est en mer. Pierre Deris et ses 5 collaborateurs ont obtenu l'autorisation d'exploitation du port Galice à Juan-les-Pins, valable au 1er août. Monaco et bien d'autres devraient rapidement suivre. Le fondateur et ses 5 collaborateurs entendent s'étendre en Méditerranée. Pour atteindre leur objectif, ils pourront compter dès septembre sur le soutien de Monacotech. Éveillons nos papilles à présent avec le Festival des étoilés Monte-Carlo. Un rendez-vous qui, comme son nom l'indique, réunit des chefs étoilés derrière les fourneaux pour un rendez-vous d'exception. Jeudi soir, les chefs Marcel Ravin et Domenico D'Antonio ont accueilli un chef qui met l'océan au cœur de son assiette. Christophe Coutenceau, 3 étoiles au guide Michelin. Le reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Imbert. Pour sa 6e édition anniversaire, le Festival des étoilés Monte-Carlo célèbre une nouvelle fois l'excellence gastronomique. Le resort Monte-Carlo, société des bains de mer le plus étoilé au monde avec 10 étoiles Michelin, réunit les talents de Marcel Ravin, Domenico D'Antonio et Christopher Coutenceau autour d'un dîner à 4 mains. Une soirée d'exception qui s'est tenue au restaurant Elsa du Monte-Carlo Beach. C'est du pur bonheur parce que j'ai voulu absolument faire quelque chose de cohérent, trouver un chef qui a aussi ce même rapport avec la mer comme moi-même et Christopher Coutenceau, qui est le cuisinier pêcheur connu pour cela. Quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit oui tout de suite et nous on se connaissait depuis un moment et pour moi il était évident d'avoir ce chef à mes côtés pour pouvoir parler de notre jardin marin qui est la thématique de ce restaurant Elsa aujourd'hui. Au menu, une rencontre entre terre et mer imaginée dans l'esprit d'un jardin marin. À travers cette création, les chefs célèbrent le partage et l'envie de transmettre des émotions au fil d'une expérience gastronomique pensée comme un véritable voyage sensoriel. Oui, les menus qu'on a proposés ce soir, en fait, c'est un menu tout autour de la mer, comme aussi pour rendre justice sur le chef Coutenceau. Mais c'est un menu fait avec des produits locaux. Donc on va travailler sur des courgettes trompettes qui sont proches de l'Italie. On va travailler de notre jardin aussi. On va travailler avec du denti, qui c'est du poisson de la Méditerranée. Et voilà, on a plusieurs aussi plats de pâtes qui nous appartiennent un peu. Et c'est tout englobé dans l'esprit jardin marin. Une soirée où la gastronomie devient un langage universel. Entre créativité, partage et respect des produits, les chefs ont offert une expérience unique, fidèle à l'esprit du Festival des étoilés Monte-Carlo.
Ça ouvre l'appétit. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Frédéric Hélion et cet appel à la vigilance sécheresse du gouvernement princier. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Stéphane Dana et vous emmènent vivre l'été en famille sur le port Hercule. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour votre après-JT. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi, le ciel sera bien dégagé toute la journée avec un grand soleil. Mais attention, des orages sont attendus à partir de 21h et il pourrait pleuvoir dans la nuit. Une bonne nouvelle puisque le gouvernement princier a par ailleurs activé ce vendredi le niveau vigilance du dispositif sécheresse. Aucune restriction d'usage à ce stade, mais cette étape vise plutôt à sensibiliser les usagers à l'adoption des bonnes pratiques concernant l'utilisation de l'eau. Côté température, il fera 24 degrés le matin et 30 l'après-midi. Samedi 25 juillet, pensez à souhaiter une bonne fête à tous les Jacques. Bonne soirée sur Monaco Info.